Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, faites-le moi savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve aussi sur Facebook et Instagram. Dans ce 32e épisode, on rencontre un vigneron passionné, François Dubernard, du domaine du Bouscat. On parle avec lui du parcours et de sa vision d'entreprendre, des difficultés dans le milieu du vin bordelais, des solutions à apporter et de ses rencontres marquantes. On finira l'émission comme d'hab avec la citation du jour. Bonne écoute à tous. Bonjour François. Bonjour. Ma première question, comment vous est venue l'envie d'entreprendre dans le milieu du vin ? C'est une histoire familiale en fait. J'étais parti pour être prof de maths, donc j'ai fait une fac de maths, mais j'ai mon frère, mon aîné, on n'est que deux frères, qui lui était déjà prof à la fac à Rouen, et on s'est dit, mince, qui c'est qui va reprendre le domaine ? Et on a l'esprit terrien, vraiment les racines et les pieds dans la terre, et on s'est dit, toi tu as déjà un poste, moi je ne suis pas en poste, j'arrête les études de maths, je me débarrasse du service militaire et je reprends les études à zéro. Et donc là, en 95, j'ai fait un BTS viticulture œnologie au lycée agricole de Montagne. Après, j'ai fait un stage d'installation dans le Médoc, au château Gironville, là où on a vinifié le premier millésime du château Bellevue d'ailleurs. Et ensuite, en 98, je me suis installé. Et c'était donc pas forcément une envie depuis le plus jeune âge, ça arrivait sur le tard ? C'est arrivé sur le tard, effectivement, parce qu'à la sortie du bac, j'avais le choix entre agro-bio, mais par contestation familiale, j'avais pas envie. J'avais le choix des beaux-arts, mais dans mon cas, mon frère, qui lui était comme mon grand-père assez doué, m'ont dit c'est souvent option chômage si on connaît pas les bonnes connaissances, et les maths. Donc de ce côté-là, ça allait. Et puis il y a un moment, cette remise en question avec mon frère, où on voulait pas voir partir ce patrimoine familial, effectivement. Sur le domaine du Bouscat, vous travaillez à plusieurs personnes, vous faites un peu tout seul, comment ça se passe ? Avant, j'avais jusqu'à 2 employés plus des sous-traitants. Là, avec la crise, j'ai baissé, donc je suis tout seul et j'ai des sous-traitants. Donc, je m'occupe de la gestion globale du travail, de la comptabilité, de la commercialisation, de la communication, toute la partie vin de A à Z. Et pour de la vigne, effectivement, à part pour les traitements, pour le reste, effectivement, je le fais faire à l'entreprise. On va parler du monde du vin dans le Bordelais, il est en crise. Pour vous, est-ce qu'il y a des solutions ? Il est plus qu'en crise, à mon avis, on est dans le cadre d'une mutation économique, donc on ne va pas revenir en arrière. Il va y avoir beaucoup de casse, énormément de casse, et pas que dans les petits domaines humbles, même apparemment dans des châteaux assez renommés ou d'appellation village assez connus. Honnêtement, j'en ai discuté avec des financiers, avec des banquiers et autres, et puis bien sûr d'autres collègues, que ce soit du négoce, du courtage ou de la production. On ne sait pas comment ça va finir, pas bien en tout cas. Et il n'y aura pas de rebond assez rapide. Il va falloir s'adapter, soit disparaître, soit s'adapter. On ne sait vraiment pas où on va en fait. Est-ce que vous trouvez qu'à part le fait d'arracher des vignes, il y a d'autres solutions pour vous ? Parce que c'est ce que vous propose en fin de compte l'État, mais une diversification peut-être de vos activités, de votre activité. Est-ce que vous avez justement une vision sur ça ? Alors l'arrachage n'est sans doute pas suffisant. Parce qu'en fait, il y a aussi une mutation de la consommation. En France, la consommation en vin baisse énormément avec la mouvance hygiéniste. Alors, c'est pas péjoratif en disant ça, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a les conditions géopolitiques globales au niveau mondial qui changent la donne entre les zones de transit international qui deviennent dangereuses. Au sud de la mer Rouge, donc qui augmente les coûts de transport. La Chine qui est pas en récession mais qui baisse économiquement, donc qui achète moins. Les États-Unis, on ne sait pas où on va. Est-ce que Trump va passer et réinstaurer ses taxes de manière globale? L'Ukraine, bien sûr, qui a flouté le prix des énergies et autres. Je ne sais pas trop quoi dire. On n'est pas dans une perspective très très positive, à vrai dire. Justement, pour vous, ça veut dire que vous voyez vigneron encore dans 10-15 ans ou vous dites il va falloir que je fasse autre chose ? Alors, moi j'espère être là, mais bon, nul ne connaît l'avenir. Ce qui pourrait me sauver, ou ce qui me sauve pour l'instant, c'est que j'ai toujours tout misé sur la qualité, pas sur la quantité, et sur les marchés de niche, avec des produits qui ont une véritable identité. J'ai pas cherché à coller aux stéréotypes des vins de Bordeaux ou autres, j'ai d'abord fait des vins qui m'ont fait plaisir. Un exemple, quand au début des années 2000, Robert Parker a commencé à me noter, beaucoup de gens qui n'avaient pas goûté mes vins me disaient « Ah, tu fais des vins confiturés, ultra concentrés, etc. » Des caricatures de vin, et quand ils ont goûté mes vins, en fait, c'était pas du tout le cas. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de
fruit, de l'élégance, malgré des élevages assez appuyés techniquement, mais qui ne se ressentaient pas. Donc l'originalité, la qualité et le marché de niche, c'est ce qui me sauve pour l'instant. Mais les gros faiseurs de vin, on va dire, même qualitatifs, je pense que c'est le passé. Donc c'est mettre plus d'humanité encore dans le vin et réinventer les marchés, se réinventer sans perdre son âme. Ça va être compliqué, mais il va y avoir beaucoup de casse quand même. Oui. C'est-à-dire pour vous, le vin, vous le vendez principalement à des Français ou ça part à l'étranger? Alors, moi je le vends essentiellement à l'étranger, parce que l'appellation Bordeaux supérieur et comme les Bordeaux génériques sont très mal vus en France, ce qui effectivement, dans les années 60, 70, 80, il y a eu des niveaux de production larges, on va dire. Donc au niveau qualitatif, no comment. Il y a eu un rebond ensuite, fin des années 90, début des années 2000, mais malheureusement l'image a collé. L'image négative est restée collée, pendant que d'autres vignobles remontaient, comme le Languedoc, les vignobles du Sud, les vins italiens qui avaient une mauvaise réputation sont remontés en qualité, les vins espagnols ont craché dessus, mais ils ont un niveau qualitatif énorme, mais on ne peut pas rentrer en concurrence avec eux pour le prix, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes charges. Cette crise à Bordeaux, qui est en train de se généraliser sur la grande moitié sud de la France, vient de ce côté-là aussi, et Bordeaux a peut-être été trop lent à réagir au niveau qualitatif. Et moi, je sais qu'au début, dans la fin des années 90, quand je me suis installé, on me prenait pour un fou. Sortir un Bordeaux Sup de haute qualité, mais tu vas te planter. Là, si je me plante, c'est dû à un contexte économique et général, mais à l'époque, on me traitait comme un fou. Et quand Parker a eu le courage, pour pas dire autre chose, en 2003 par exemple, de mettre mon haut de gamme devant Cheval Blanc et mon milieu de gamme avec la même note que Cheval Blanc, ou en 2007 même passé devant Pétrus ou Lafite Rothschild, les gens de Bordeaux, plutôt que de dire c'est génial, on fonce, on dit ah ben non, un Bordeaux Sup mieux noté mais vendu beaucoup moins cher, on te suit pas parce qu'il faut vendre les crus classés plus cher mais moins bien notés. Alors je parle de Parker, mais il n'y a pas eu que Parker, il y a d'autres journalistes, James Suckling, Jeb Dunnock, etc. Et ils disent, ils ont beau dire allez-y, prenez les vins d'humble origine de ce niveau, parce que en rapport qualité-prix, voilà. Le problème, le marché français, lui, reste bloqué à Bordeaux Sup. Et sur les marchés de niche, c'est plus l'export. En moyenne, je tourne entre 75% et 80% à l'export. Et un homme comme M. Parker, est-ce que maintenant il a moins d'influence par rapport il y a 10-15 ans? Bon, déjà, il est à la retraite depuis quelques années, et après, ça a été la bataille de reprise, la succession. La seule personne qui a l'aura et la qualité professionnelle, parce qu'on peut critiquer les goûts de Parker, par contre il avait une droiture professionnelle peu commune, c'est Jeb Dunnock, qui est un ancien justement du One Advocate qui avait créé Robert Parker. Là il s'est mis à son compte, mais il y a une multitude maintenant de dégustateurs, on dirait il y a une vingtaine qui sont relativement influents, et c'est un peu la jungle, c'est un peu la guerre entre eux, entre guillemets, c'est une guerre de grande politesse certes. Est-ce que Parker jouerait s'il était tout seul encore actuellement? Je ne sais pas. Question concernant vos débuts, est-ce que vous aviez des modèles ou vous aviez vraiment des idées déjà très arrêtées sur ce que vous vouliez faire par rapport au vin, par rapport au domaine? Alors, j'avais pas forcément des domaines. Par contre, ce qui m'avait toujours plu quand j'avais des stages à faire pendant le BTS ou post-BTS pour le stage d'installation, c'est que je cherchais pas à rentrer dans les grands crus, mais à travailler et à étudier avec des gens qui étaient un peu francs-tireurs, des loups blancs de leur appellation. Par exemple, quand je suis parti travailler en Costière de Nîmes au Mas de Rosier avec Louis de Belair, j'ai vu une approche du travail de la Syrah ou du Grenache ou du Carignan différente, mais toujours misée sur la qualité. Après, dans le Médoc, pareil, toujours la qualité et sans vouloir coller aux stéréotypes des appellations. J'ai eu aussi travaillé avec un ingénieur agro avant de m'installer, où on a été faire des expertises à Puy-l'Évêque. Et là, j'ai goûté des Malbecs magnifiques. Et je ne savais pas, mais mon père avait beaucoup de Malbec au domaine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais m'inspirer des techniques languedociennes, bourguignonnes, de tout ce que j'ai vu, et essayer d'utiliser ce Malbec comme pierre angulaire de mes hauts de gamme. C'est ce qui s'est passé en fait. Concernant l'écologie, est-ce que justement tout ce qui se passe, la cause climatique, ça vous questionne sur votre façon de travailler, de produire votre vin? Oui. Alors ça, je fais très attention déjà aux produits que j'utilise. Au début, j'étais parti pour travailler en bio, mais les conditions climatiques étaient un petit peu trop dangereuses dans le cadre d'une installation. J'ai fait du conseil en tant que consultant, conseiller en bio au niveau de la vigne. Donc en fait, j'ai fait un mélange de lutte conventionnelle et bio. Bon, ça peut être critiquable, mais le résultat est là. En fait, je me suis dit, comment tu veux traiter ta vigne, enfin t'occuper de ta vigne, soigner ta vigne. Et je me suis dit, je le ferais faire comme sur un enfant. Quelquefois, on fait de la bobologie, donc on traite léger, et quelquefois, il faut vraiment soigner si la maladie est grave, et les produits qu'on a en bio sont pas forcément
les plus efficaces. Et par ce biais, donc, j'ai travaillé sur les équilibres du sol, au niveau d'avoir un peu d'herbe, pas trop d'herbe, etc., pour traiter le moins possible. Donc moins de produits qui soient d'origine synthétique ou organique dans la nature, moins de passages en tracteur, même si je laboure mes vignes. J'ai limité aussi la profondeur de mes labours. J'ai travaillé sur le mulching aussi à une époque, c'est-à-dire un couvert végétal, une sorte de tapis qui fait comme une membrane Gore-Tex, qui limite l'évapotranspiration et qui limite aussi la montée en température des sols et qui retient aussi l'eau par contre quand il y en a peu. Donc tout ça pour limiter les interventions, donc au moins avoir un bilan carbone le moins élevé possible. En tant qu'entrepreneur, quels sont pour vous les ingrédients à avoir? La passion, la détermination, la patience. Dans mon cas, même si le côté technique au niveau du vin et de la vigne est très important, c'est le côté administratif qui est de plus en plus pesant. L'administration française a dit avoir, simplifier les démarches via Internet. C'est un petit peu vrai. Le problème dans mon cas, comme je travaille beaucoup à l'export, chaque pays a ses règles et ses façons de faire. Et là, ça devient extrêmement dense et compliqué. Alors comme moi, je suis une petite structure, c'est moi qui fais tout. Donc ça demande une remise à jour, une remise en question continuelle au niveau administratif. Et c'est vrai que ça prend le pas quelquefois, et même souvent, sur le côté production et création du vin. Justement, pour vous aider, qu'est-ce qu'il faudrait que l'État fasse pour justement vous simplifier les choses? La bonne question. Il y aurait tant à dire là-dessus. Par exemple, quand on monte des dossiers de subvention, limite, il ne faut pas sortir de l'ENA pour le faire. C'est très compliqué. Bon, je pense que c'est une volonté aussi pour limiter les dossiers. Les décrets de mise en place de ces dossiers sortent très tardivement, donc on a des délais aussi pour le faire très courts. Donc dans ces cas-là, il faut passer par des agences, des centres de gestion et autres pour monter les dossiers, donc c'est un coût. Donc rien n'est simple en fait. Il n'y a qu'au niveau douanier où franchement les interfaces sont très simples et les douaniers sont toujours très coopératifs. C'est ce qu'on appelle le fameux droit à l'erreur. Et d'un côté comme de l'autre, si on fait une erreur, on appelle, et même les douaniers font des erreurs, ils disent « Oh, on a oublié, fait une erreur de transcription ». Et là, il y a une vraie coopération avec les douanes. Avec le reste des administrations, c'est beaucoup plus compliqué. Quels sont vos objectifs et vos envies pour cette année? Survivre. Déjà, ne pas être tapé par le gel parce que ces dernières années sont limite caricaturales au niveau climatique, c'est-à-dire des hivers très pluvieux. On passe directement à la sécheresse et fin avril, début mai, boum, coup de gel. Donc à voir. Votre envie, est-ce que de vous diversifier au-delà du vin, ça peut être compliqué par rapport à votre domaine ou vous avez des perspectives par rapport à ça? Alors jusqu'à quelques années, je faisais des interventions justement dans l'enseignement agricole avec le lycée, en collaboration avec le lycée agricole de montagne, avec les BTS viticulture œnologie. Là, ces dernières années, j'ai arrêté. Alors, je faisais aussi des vacations pour les examens des BTS avec le ministère de l'Agriculture. Tout ça, donc j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Mais bon, vu la situation, effectivement, j'ai déjà pris contact avec quelques écoles, dont des écoles de commerce, pour faire des interventions au niveau des bachelors, de masters, des choses comme ça. Il ne faut pas dormir et il faut avoir des perspectives autres au cas où. Pour vous, quelle a été la rencontre la plus marquante dans votre vie professionnelle? J'en ai eu 3. La première, c'était avec Pascal Vérac du Château Le Cèdre, donc à Cahors, qui est un mec absolument génial. Donc c'est le pape du Malbec avec son frère en France. La deuxième, c'est Pierre Cross dans le Minervois, qui est un touche-à-tout, c'est un ancien rugbyman. Donc ça, c'est un milieu que je connais un petit peu aussi, donc qui travaille avec le même œnologue que moi. Et ensuite, c'est Rémi Foin, un personnage très controversé du Médoc, mais qui m'a appris beaucoup de choses, déjà à penser différemment. Je l'ai rencontré donc dans mon stage d'installation au château Gironville et château Bellevue, et qui m'a appris le monde de l'élevage, puisqu'il travaillait aussi pour la tonnellerie Vicard. Et de par son biais, je suis rentré dans le milieu de la barrique. D'ailleurs, après, j'ai collaboré avec Seguin Moreau pour créer des barriques, un petit peu avec Orion. J'ai fait un audit aussi pour Seguin Moreau. Et puis la grande rencontre, c'est Claude de Gros, mon œnologue, et qui est aussi un de mes meilleurs amis, que je considère par beaucoup de professionnels comme un des meilleurs œnologues de la planète. Il fait aussi bien les blancs magnifiques que les rouges magnifiques, que des vins de glace, que des cidres de glace. Il touche à tout et sur tous les continents. Et donc, lui, il est associé avec Jean Porosset sur une structure de négoce qui s'appelle Select Vin dans le Sud, qui gère la vente et la distribution donc des vins du château Lanigly, avec en tête de ce domaine le Chloé Truffier, qui est une des plus grandes syrahs du monde, suivi par la Porte du Ciel, et l'Ancélie, qui est plutôt basée sur mince, j'ai perdu le nom du cépage, désolé. Enfin bon, c'est 3 cuvées exceptionnelles qui sont
onéreuse par rapport au prix de l'appellation, mais qui par rapport aux autres Syrah de la planète, c'est pas cher. Et c'est surtout d'un niveau de qualité, de sensualité exceptionnel. Et surtout, Claude n'a pas de méthodologie, si ce n'est l'observation, la précision du travail et le sérieux du travail et l'humanité. Et justement, si on veut découvrir vos vins, on peut les acheter où? Alors sur Bordeaux, sur la région bordelaise, c'est essentiellement à l'Esprit des Vins, à Léognan et à la Brède. Il y a d'autres revendeurs, c'est chez le Pépère, c'est une institution. Il y a un autre aussi qui s'appelle, c'est un bar-restaurant, bar à vin, le restaurant La Myrtille, c'est Cours Balguerie-Stuttenberg. Et après sur Bordeaux, j'en ai pas beaucoup plus parce que justement à Bordeaux, on vend pas beaucoup de vins de Bordeaux. Voilà. Et après sinon, il faut aller à l'étranger. Pour acheter votre vin, on part à l'étranger. On peut venir aussi à mon domaine, il n'y a pas de problème. Mais hors mon domaine, ça se trouve pas facilement. Après, sur le net, il y a quelques sites qui en vendent. Je les ai plus en tête. Justement, ça se fait de plus en plus, des dégustations au domaine, la visite. Vous le faites ou pas? Alors oui, je fais des visites. Là, par exemple, ce matin, j'avais une sorte de tour opérateur qui est venu avec des viticulteurs de la Loire, de Vouvray, de Montlouis, du Muscadet. Ça a été un super échange. Ils étaient 7, c'était des petits jeunes. Ils avaient moins de 30 ans, hyper motivés. Ils connaissent pas la crise encore dans cette région, donc ça c'est tant mieux pour eux. Ça a été dégustation, échange de techniques. Enfin, c'était vraiment du bonheur. Mais avec effectivement, depuis le Covid, les gens viennent beaucoup moins au domaine. Avant, je voyais en moyenne entre 5 et 10 personnes par semaine. Là, c'est par mois. Donc, ça joue énormément sur les ventes, effectivement. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour vous motiver tous les matins? Alors, la passion, ça ne s'éteint pas comme ça. Il ne faut pas oublier l'origine du mot passion en latin, ça veut dire souffrir. Et je pense à mon fils, en fait. Et je fais tout pour mon fils. Même s'il ne reprend pas le domaine, ce n'est pas le problème, mais j'avance pour mon fils. Et j'avance parce que je suis quand même la 5e génération du domaine aussi. Et c'est un peu une prison, mais c'est de la passion, quoi. Même si j'en vis pas correctement, c'est du bonheur, quoi. François, votre vision sur l'avenir donc, du domaine, pour vous, vous dites, vous avez un enfant, la 6e génération, ça va être compliqué pour lui, vous ne pensez pas qu'il pourra reprendre le domaine? Alors, déjà, il faut que le domaine survive à cette crise mutation économique, on va dire. Je pense que ça va passer par... déjà, la banque m'aide extrêmement de ce côté-là, a énormément confiance en moi et en mes produits. Ça va passer sans doute, je pense, par l'apport d'argent extérieur hors banque, peut-être m'associer avec des investisseurs. De ce fait, peut-être que la place de mon fils, s'il reprend, il est très jeune, il a 13 ans, ça sera moins familial, on va dire. La survie du domaine passera par quelque chose de moins personnel, plus financier, mais si c'est la seule solution pour que ça perdure, pourquoi pas. Après, je pousserai pas mon fils, je voudrais qu'il fasse le métier qu'il veut, que ce soit peintre en bâtiment, architecte, ébéniste, je sais pas. Du moment qu'il s'épanouit dans son métier, c'est bien. Si en plus il peut conserver le domaine sans forcément y travailler, mais y garder la patte, ça serait très très bien. Mais c'est un métier très très dur et je ne sais pas si les nouvelles générations ont ce niveau d'implication. Parce que je reviens, cette passion, ça fait souffrir aussi, quoi. Et c'est pas marrant tous les jours. Mais quand vous voyez des gens comme ce matin avec les petits jeunes, bon, certes c'était des professionnels, ils ont dégusté mes vins et qui sont restés sur le cul, quoi. Ils étaient épatés de la qualité et surtout de l'originalité des vins. Ma cuvée Bellani qui a une base de Cabernet Sauvignon, on dit on dirait un Bourgogne et tout. Je dis oui, mais c'est la façon de travailler. Et donc tout ça, c'est empreint de passion et de côté très personnel. Est-ce que mon fils voudra le faire ou pas? Je ne sais pas. Il a 13 ans, donc il a le temps, oui. Concernant la consommation du vin, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Donc, est-ce que vous faites toujours le vin comme un petit peu il y a 10-15 ans ou vraiment vous êtes obligé de vous adapter? Alors, moi, en fait, mes vins sont toujours dans l'évolution. Ils ont leur propre caractère, mais il est vrai que... Et c'était pas dans la mouvance faire des vins prêts à boire. Mais c'est vrai que j'ai des cuvées style Gargonne ou Porte de l'Âme qui avaient une grande densité. Il fallait attendre quelques années pour les boire. Ou alors les carafer 24 heures. Et en travaillant les élevages et en les peaufinant, en fait, je me suis aperçu qu'on peut les boire quasiment de suite. Bon, les carafants, on les prenait dans des grands verres, mais dès la mise en bouteille. Mais ça, c'était un travail sur l'élevage plus qu'autre chose. Et effectivement, c'est tant mieux parce que la consommation va tendre à boire de suite les vins, même s'ils ont un gros potentiel de garde. Alors, j'ai quand même une partie de la clientèle qui garde les vins. Certes, c'est une faible partie, mais au moins qui peut le plus, peut le moins. Donc, je fais des vins, en fait, j'ai pas essayé de coller à la mode. J'ai fait des vins qui me faisaient plaisir. Bellani, par exemple. Ah ouais, t'as fait un vin à la
la mode. C'est un Cabernet Sauvignon qui pinote, c'est très féminin, désolé de genrer un vin, mais bon, je dis non, en fait, c'est un vin qui s'appelle Belle Annie, mais c'est en hommage à la mer. Et j'ai voulu faire un vin qui lui ressemblait. Et c'était pas un vin qui voulait coller à la mode. Donc c'est vraiment que tous mes vins ont vraiment des histoires à chaque fois dans leur création, mais pas des histoires marketing ou commerciales. C'est vraiment des événements humains qui ont fait que j'ai créé ces cuvées. Ça veut dire que vous produisez combien à peu près de bouteilles par an? Hors problème de gel ou de mildiou comme cette année, je produis à peu près 50 000 bouteilles en tout. Et donc avec combien de types de vins? Depuis le millésime 2019, je suis à 4 cuvées. Donc Cadus, l'entrée de gamme, c'est le vin originel du domaine. Gargonne que j'ai créé en 1998, Porte de l'Âme en 2003 et Belle Annie en 2019. Eh bien, merci beaucoup François. Comme on dit, consommer avec modération, mais on invite évidemment tout le monde à déguster du vin parce que ça fait toujours quand même plaisir de boire un bon verre de vin. C'est exactement ça, il ne faut pas oublier que c'est la dose qui fait le poison, donc modération. Merci à vous et longue vie au domaine. Merci, on va essayer de croiser les doigts, toucher le bois, je ne suis pas superstitieux, mais là on peut. La citation du jour est d'Alfred de Musset. J'aime le Bordeaux, surtout dans sa vieillesse. J'aime tous les vins francs parce qu'ils font aimer. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Audioblog. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Je remercie Lionel, caviste de l'Esprit des Vins à Léognan, qui m'a permis de rencontrer François. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.